Et c'est parti pour Enjeu patrimoine avec Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond de Rothschild. Séverine Renaud qui a accepté de relever le défi de vous expliquer de manière pédagogique les grands impacts du Brexit sur la gestion de votre patrimoine, que vous soyez résident en France ou au Royaume-Uni, évidemment, si vous avez toujours des actifs au Royaume-Uni. Bonjour Séverine Renaud. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci de vous prêter à cet exercice. Si on parle de l'impact du Brexit dans la gestion de patrimoine des Français, pour le coup, il y a deux cas qu'il faut prendre en compte. Il y a les Français qui détiennent des investissements au Royaume-Uni aujourd'hui, et il y a ceux qui vont aller s'installer au Royaume-Uni après ce fameux Brexit, donc post-Brexit. Si on prend le premier cas, les Français qui détiennent des investissements au Royaume-Uni, déjà, il faut dissocier où sont ces investissements. Par exemple, ce n'est pas la même chose si c'est dans un PEA, un plan d'épargne action, ou hors un PEA. Exactement. Lorsqu'un contribuable français cède des titres, s'il les détient en direct, par principe, la plus-value de cession est soumise au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% depuis le 1er janvier 2018. Ça, peu importe la localisation des titres. D'accord, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, n'importe où, ça reste la même chose. D'accord. En revanche, il existe des régimes de faveur qui, eux, sont conditionnés à l'établissement de la société cédée au sein de l'espace économique européen. D'accord. Donc là, en présence de titres britanniques, on ne peut plus bénéficier de ces régimes de faveur. Parce que ça ne fait plus partie, effectivement, de l'espace économique européen. D'accord. C'est le cas notamment, par exemple, de l'abattement fixe de 500 000 € qui peut être demandé par certains dirigeants à l'occasion de leur départ en retraite, ou encore de l'abattement renforcé qui permet à certains entrepreneurs de bénéficier d'abattements pour durée de détention qui peuvent conduire à l'application d'un taux inférieur à celui du prélèvement forfaitaire unique. D'accord, donc là pour le coup, on n'y a plus le droit quand on a des titres au Royaume-Uni. En revanche, il y a des cas particuliers, il y en a toujours quand on parle de fiscalité. On a ce cas particulier aussi, les titres britanniques ont bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de PME au Royaume-Uni pour le coup. Exactement. Alors avant le 1er janvier 2021, si on faisait l'acquisition de titres de PME et qu'on demandait à bénéficier de la réduction d'impôt de 25% dans la limite de 100 000 € pour un couple, on est éligible à cette réduction si les titres étaient britanniques. D'accord. Si on souscrit les titres depuis le 1er janvier qui sont britanniques, on ne peut plus bénéficier de la réduction. On n'a plus cette réduction d'impôt. Donc on n'a plus cette réduction d'impôt, on n'a plus cet abattement fixe. Et ça, c'est en direct, quand on investit en direct. Mais si on investit via un plan épargne-action, toujours au Royaume-Uni, est-ce que là, les choses évoluent également ? Alors là, il y a un impact aussi avec le Brexit, puisque le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui permet de gérer des titres de sociétés européennes, toujours en franchise d'impôt. D'accord. Donc pour les titres qu'on détenait avant le 1er janvier 2021 dans le PEA, il y a une mesure transitoire qui a pris fin au 30 septembre, qui permet de régulariser la sortie de ces titres. On avait 3 cas de régularisation. Soit on procédait à la cession des titres au sein du PEA, ça s'effectuait en franchise d'impôt puisqu'on avait les liquidités dans le PEA qui pouvaient être réinvesties. D'accord. Soit on procédait à un retrait des titres du PEA avec un versement compensatoire en liquidité au sein du PEA, donc une fois de plus en franchise d'impôt. Et le troisième cas, on retire les titres sans versement compensatoire. Dans ce cas-là, on paye la fiscalité liée au retrait des titres. Donc, pour rappel, la fiscalité du PEA, si le PEA a plus de 5 ans d'ancienneté, on est exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Ça, c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas. D'accord. Et si le PEA a moins de 5 ans au jour du retrait, c'est le prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%. Alors, vous nous avez donné cette date butoir, qui est le 30 septembre ou le 1er octobre, 30 septembre 2021, donc 1er octobre 2021, nouveau régime. Si on n'a pas régularisé sa situation, qu'est-ce qui se passe alors ? Alors là, on est dans un cas de manquement qui, normalement, entraîne la clôture du PEA. D'accord. Ah oui, donc c'est radical pour le coup. coup. Dans ces cas-là, on taxe l'intégralité des plus-values, pas que les plus-values britanniques, au régime du PEA, donc ça peut être en effet très pénalisant. D'accord, ok. Et même si on a effectivement, donc il aurait fallu en fait qu'on régularise la situation avant le 30 septembre. Bon là on est le 20 octobre, c'est bon à savoir. Un peu tard. Espérons qu'il y ait un peu de droit à l'erreur quand même sur ces sujets-là, on ne sait pas. Ça c'est via le PEA. Si on a des titres qui sont détenus via des fonds fiscaux de private equity, alors ça ne concerne pas tout le monde, mais quand on a des fonds fiscaux de private equity, comment ça se passe pour le coup ? Il y a certains fonds de private equity qui s'engagent à souscrire certains quotas dans des PME, toujours de l'espace économique européen, pour faire bénéficier leurs souscripteurs de réduction d'impôt. D'accord. Pour les fonds qui avaient souscrit ces titres britanniques qui ne pouvaient pas anticiper le Brexit... Bien sûr, donc au Royaume-Uni avant Brexit, oui, bien sûr. Là, ils ne sont pas pénalisés. Sous condition de respect de la conservation des titres, le fonds peut toujours faire bénéficier les souscripteurs de la réduction d'impôt.
de l'exonération. En revanche, pour les titres souscrits depuis le 1er janvier, les titres britanniques font plus partie de ce quota européen. C'est quand même assez logique, parce qu'on sait que quand on investit en private equity, on n'investit pas sur 2 ans. Donc si jamais on a investi 2 ans avant le Brexit, on ne va pas forcément devoir retirer ces titres ou avoir un changement de fiscalité. Enfin, ça semble logique du coup pour l'épargnant quand même. C'est exactement ça. Ça, c'était pour ceux qui avaient en fait déjà des actifs au Royaume-Uni avant Brexit. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a toujours des échanges entre la France et le Royaume-Uni. Il y a des Français qui partent s'installer au Royaume-Uni. Est-ce que là aussi, le Brexit a un impact sur la gestion de leur patrimoine ? La première chose qu'il faut qu'on regarde quand un contribuable français quitte le territoire, c'est est-ce qu'on applique l'exit tax. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'exit tax ? Exit tax, pardon. Il s'applique à tout contribuable qui quitte le territoire avec soit plus de 50% de titres au capital, soit plus de 50% du capital d'une société, soit une valeur totale de titres supérieure à 800 000 euros. D'accord. Et ça, c'est au départ de la France. Ça, c'est au départ de la France. On prend une photo et on regarde si on remplit les conditions. Si c'est le cas, la règle, c'est la taxation de l'intégralité des plus-values latentes au jour du départ de France. D'accord. Il y a des cas de... Mais même si je ne les cède pas, il faut que je les cède. Même si je les cède pas. C'est-à-dire que je suis propriétaire à 60% du capital de l'entreprise que j'ai créée, je vais m'installer au Royaume-Uni, je suis taxé parce que je rentre dans ces critères-là pour le coup. Alors, en théorie, oui. D'accord. Après, en pratique, il existe des sursis de paiement pour éviter d'avoir ce paiement automatique. D'accord. Pour éviter, d'avoir le paiement automatique. Et le sursis de paiement, il est automatique quand on part dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou d'un pays qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Sûr. Et qu'en est-il du Royaume-Uni alors ? C'est le cas du Royaume-Uni. C'est le cas du Royaume-Uni. Donc enfin une bonne nouvelle, on bénéficie toujours du sursis d'exit tax automatique quand on part au Royaume-Uni. Et ce, juste pour bien comprendre, donc effectivement, si je suis propriétaire des 60 titres, enfin 60% du capital de ma société, mais que ma société garde son siège en France, c'est le même fonctionnement pour le coup sur cette exit tax de manière générale ? Oui. Complètement, d'accord. Je vais m'installer au Royaume-Uni et que je décide de céder un bien immobilier en France, mettons que j'ai prévu d'aller vivre 10 ans au Royaume-Uni, je n'ai plus besoin d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire en France, je décide de la céder. Comment ça se passe du coup ? Parce que je vais avoir des revenus, peut-être potentiellement une plus-value de cette cession qui vont venir sur un compte français ou britannique, mais moi je suis résident britannique à ce moment-là. Alors la plus-value de cession immobilière, elle est toujours à acquitter en France. Mais là, ce qui change, c'est que vu qu'on a quitté l'espace économique européen, on est obligé de nommer un représentant fiscal accrédité pour appliquer pour nous les formalités administratives et le paiement de l'impôt en France. D'accord. Ok, donc on ne peut plus le faire nous-mêmes. Non, on a 3 cas où... Il ne suffit pas de prendre un Eurostar, de rentrer en France et de dire c'est bon, c'est vendu, je peux retourner au Royaume-Uni. Plus depuis le Brexit. Plus depuis le Brexit, d'accord. Il n'y a que 3 cas où on peut bénéficier où on n'est pas obligé d'avoir ce représentant fiscal. C'est si le prix de cession du bien est inférieur à 150 000 euros. D'accord. Ou si on est exonéré en France au titre de l'impôt de plus-value parce qu'on bénéficie d'abattement pour durée de détention, ou si on cède son ancienne résidence principale puisqu'on est exonéré dans ce cas-là aussi. D'accord, donc si on cède son ancienne résidence principale, là pour le coup, il y a une tolérance finalement, en tout cas il y a une exonération sur la plus-value. Oui. Et ça c'est pour donc la cession en France. On est au Royaume-Uni, là il y a des éléments de fiscalité à prendre en compte qui du coup ont évolué depuis le Brexit pour un résident français au Royaume-Uni ? Alors la fiscalité n'a pas évolué en elle-même, mais le Royaume-Uni a une notion de résidence un peu plus développée, on va dire, que de l'autre côté de la Manche. D'accord. Au-delà de la notion de résidence, les Britanniques connaissent la notion de domicile. Quand vous arrivez au Royaume-Uni, vous pouvez être résident domicilié ou non domicilié. D'accord. Le domicile, ça sous-entend des liens prolongés, étroits avec le Royaume-Uni, comme par exemple de la famille d'origine britannique. De façon très classique, un Français qui s'établit au Royaume-Uni pour des raisons professionnelles est considéré généralement comme un résident non domicilié. D'accord, ok. Donc même s'il a une résidence principale, il est résident non domicilié, d'accord. Exactement. Et le fait d'être résident non domicilié, ça ouvre le droit à l'application potentielle de 2 régimes fiscaux. Soit vous êtes soumis au régime de l'Eurasing Basis, donc ça veut dire que vous êtes taxé au Royaume-Uni sur l'intégralité de vos revenus mondiaux. C'est très classique, comme un résident français en France est soumis à l'impôt sur ses revenus mondiaux. Soit il y a un système qui s'appelle la Remittance Basis, où vous n'êtes taxé au Royaume-Uni que sur vos revenus perçus au Royaume-Uni ou rapatriés au Royaume-Uni. D'accord. Dans ce cas, on est exonéré sur tous les revenus qui sont perçus en dehors du Royaume-Uni, non rapatriés.
Et ça, c'est dans quel cas précisément qu'on peut avoir cette exonération du coup? Parce que ça fait envie quand on est résident au Royaume-Uni pour le coup. C'est juste sur demande auprès de l'administration fiscale, une demande qu'on renouvelle tous les ans. Ce régime, il est gratuit les 7 premières années. Ensuite, il est conditionné au paiement d'un forfait annuel de 30 000 puis 60 000 livres pendant une durée maximum de 15 ans. D'accord, donc ensuite, il y a un calcul à faire pour savoir ce qui est le plus avantageux en fait en fonction de la situation de chacun pour le coup. Exactement, et surtout, il y a quand même de nombreuses contraintes qui sont liées à ce régime, puisque dans la gestion des actifs, puisque tant qu'on détient les actifs en dehors du Royaume-Uni, ils ne sont pas taxés. Le jour où on les rapatrie, il faut bien qu'on arrive à tracer la nature du revenu. Bien sûr, ouais. Si on rapatrie du capital, on n'est pas taxé. Si on rapatrie des intérêts, des dividendes ou des plus-values, on sera fiscalisé au Royaume-Uni, mais pas selon le même taux. Donc ça demande une ségrégation de tous les actifs situés en dehors du Royaume-Uni pour que quand on rapatrie l'actif, on puisse vraiment identifier quel revenu on rapatrie et appliquer le bon impôt. Donc c'est quand même une gymnastique particulière. C'est ça, une gestion particulière. Un point rapide sur les contrats d'assurance vie également, Séverine Renaud. Alors, les contrats d'assurance vie, c'est particulier puisque c'est très commun pour les Français de détenir des contrats d'assurance vie, mais la définition de l'assurance vie n'est pas la même en fonction des pays. D'accord. Et le Royaume-Uni n'a pas forcément la même définition du contrat d'assurance vie que la France. La prudence voudrait qu'à l'arrivée sur le territoire anglais, on rachète les contrats d'assurance vie français pour en ressouscrire des compatibles avec le droit anglais. Ce rachat, les Anglais font une petite mesure de bienvenue. On peut appliquer. C'est possible. On peut appliquer quand on rachète le contrat d'une mesure qui s'appelle le Time Apportionment Relief, D'accord. où on bénéficie d'une taxation au Royaume-Uni des revenus générés uniquement depuis l'arrivée sur le territoire. Donc on a un prorata de plus-value seulement qui est quitté au Royaume-Uni. Bon, si on conclut un petit peu sur tout ce qui a évolué, tout ce qui n'a pas évolué, ou en tout cas la situation actuelle, il y a quand même un nombre de contraintes un peu plus conséquent à prendre en compte parce qu'on n'est plus dans l'espace économique européen, mais on peut s'y retrouver. Enfin, c'est pas non plus un casse-tête. Exactement, c'est vraiment des mesures, des aménagements qu'il faut faire à la marge, mais c'est pas le même droit que nous. De façon générale, il faut quand même être très prudent, parce que là, on a évoqué les aspects fiscaux, mais il y a aussi tous les aspects civils, le régime matrimonial, l'ouverture éventuelle d'une succession. Donc, il est indispensable d'être accompagné. Eh ben, on pourra en reparler sur ce plateau. Merci en tout cas à Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond de Rothschild, de vous être prêtée à cet exercice, de nous résumer à l'oral ces complexités parfois fiscales, donc du coup liées au Brexit. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.